René Guénon, les principes du calcul infinitésimal. Chapitre 7. Les degrés d'infinité. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir, dans ce qui précède, toutes les confusions qui s'introduisent inévitablement quand on admet l'idée de l'infini dans des acceptions différentes de son seul sens véritable et proprement métaphysique. On en trouverait plus d'un exemple, notamment dans la longue discussion qu'eut Leibniz avec Jean Bernoulli sur la réalité des quantités infinies et infiniment petites. Discussion qui d'ailleurs n'aboutit à aucune conclusion définitive et qui ne le pouvait pas du fait de ces confusions même commises à chaque instant par l'un aussi bien que par l'autre et du défaut de principe dont elles procédaient. Du reste, dans quelque ordre d'idées qu'on se place, c'est toujours en somme le défaut de principe qui seul rend les questions insolubles. On peut s'étonner, entre autres choses, que Leibniz ait fait une différence entre infini et interminé, et qu'ainsi il n'ait pas rejeté absolument l'idée, pourtant manifestement contradictoire, d'un infini terminé, si bien qu'il va jusqu'à se demander s'il est possible qu'il existe par exemple une ligne droite infinie, et cependant terminée de part et d'autre. Sans doute, il répugne à admettre cette possibilité, d'autant qu'il m'a paru, dit-il ailleurs, que l'infini pris à la rigueur doit avoir sa source dans l'interminé, sans quoi je ne vois pas moyen de trouver un fondement propre à le distinguer du fini. Fermez les guillemets. Mais si même on dit d'une façon plus affirmative qu'il ne le fait que l'infini a sa source dans l'interminé, c'est encore qu'on ne le considère pas comme lui étant absolument identique, qu'on l'en distingue dans une certaine mesure. Et tant qu'il en est ainsi, on risque de se trouver arrêté par une foule d'idées étranges et contradictoires. Ces idées, Leibniz déclare, il est vrai, qu'il ne les admettait pas volontiers, et qu'il faudrait qu'il y fût forcé par des démonstrations indubitables. Mais il est déjà assez grave d'y attacher une certaine importance, et même de pouvoir les envisager autrement que comme des pures impossibilités. En ce qui concerne par exemple l'idée d'une sorte d'éternité terminée, qui est parmi celles qu'il énonce à ce propos, nous ne pouvons y voir que le produit d'une confusion entre la notion de l'éternité et celle de la durée, qui est absolument injustifiable au regard de la métaphysique. Nous admettons fort bien que le temps dans lequel s'écoule notre vie corporelle soit réellement indéfini, ce qui n'exclut en aucune façon qu'il soit terminé de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il est à la fois une origine et une fin, conformément à la conception cyclique traditionnelle. Nous admettons aussi qu'il existe d'autres modes de durée, comme celui que les scolastiques appelaient aevum, dont l'indéfinité est, si l'on peut s'exprimer ainsi, indéfiniment plus grande que celle de ce temps. Mais tous ces modes, dans toute leur extension possible, ne sont cependant qu'indéfinis, puisqu'il s'agit toujours de conditions particulières d'existence, propres à tel ou tel état, et aucun d'eux, par là même qu'il est une durée, c'est-à-dire qu'il implique une succession, ne peut être identifié ou assimilé à l'éternité, avec laquelle il n'a réellement pas plus de rapport que le fini, sous quelque mode que ce soit, n'en a avec l'infini véritable, car la conception d'une éternité relative n'a pas plus de sens que celle d'une infinité relative. En tout ceci, il n'y a lieu d'envisager que divers ordres d'indéfinité, ainsi qu'on le verra encore mieux par la suite. Mais Leibniz, faute d'avoir fait les distinctions nécessaires et essentielles, et surtout d'avoir posé avant tout le principe qui seul lui aurait permis de ne jamais s'égarer, se trouve fort embarrassé pour réfuter les opinions de Bernoulli, qui le croit même, tellement ses réponses sont équivoques et hésitantes, moins éloigné qu'il ne l'est en réalité de ses propres idées sur l'infinité des mondes et les différents degrés d'infinité. Cette conception des prétendus degrés d'infinité revient en somme à supposer qu'il peut exister des mondes incomparablement plus grands et plus petits que le nôtre, les parties correspondantes de chacun d'eux gardant entre elles des proportions équivalentes, de telle sorte que les habitants de l'un, quelconque de ces mondes, pourraient le regarder comme infini avec autant de raison que nous le faisons à l'égard du nôtre. Nous dirions plutôt, pour notre part, avec aussi peu de raison.
Une telle façon d'envisager les choses n'aurait a priori rien d'absurde sans l'introduction de l'idée de l'infini, qui n'a certes rien à y voir. Chacun de ces mondes, si grand qu'on le suppose, n'en est pas moins limité. Et alors comment peut-on le dire infini? La vérité est qu'aucun d'eux ne peut l'être réellement, ne serait-ce que parce qu'ils sont conçus comme multiples. Car nous revenons encore ici à la contradiction d'une pluralité d'infinis. Et d'ailleurs, s'il arrive à certains, et même à beaucoup, de considérer notre monde comme tel, il n'en est pas moins vrai que cette assertion ne peut offrir aucun sens acceptable. Du reste, on peut se demander si ce sont bien là des mondes différents, ou si ce ne sont pas plutôt tout simplement des parties plus ou moins étendues d'un même monde, puisque par hypothèse, ils doivent être tous soumis aux mêmes conditions d'existence, et notamment à la condition spatiale, se développant à une échelle simplement agrandie ou diminuée. C'est en un tout autre sens que celui-là qu'on peut parler véritablement non point de l'infinité, mais de l'indéfinité des mondes. Et c'est seulement parce que, en dehors des conditions d'existence telles que l'espace et le temps qui sont propres à notre monde, envisagé dans toute l'extension dont il est susceptible, il y en a une indéfinité d'autres également possibles. Un monde, c'est-à-dire en somme un état d'existence, se définira ainsi par l'ensemble des conditions auxquelles il est soumis, mais par là même qu'il sera toujours conditionné, c'est-à-dire déterminé et limité, et que dès lors il ne comprendra pas toutes les possibilités, il ne pourra jamais être regardé comme infini, mais seulement comme indéfini. Au fond, la considération des mondes au sens où l'entend Bernoulli, incomparablement plus grands et plus petits les uns par rapport aux autres, n'est pas extrêmement différente de celle à laquelle Leibniz a recours quand il envisage, entre guillemets, le firmament par rapport à la Terre et la Terre par rapport à un grain de sable, fermez les guillemets, et celui-ci par rapport à une parcelle de matière magnétique qui passe à travers du verre, comme il dit. Seulement Leibniz ne prétend pas parler ici de gradus infinitatis, au sens propre. Il entend même montrer au contraire par là, ouvrez les guillemets, qu'on n'a pas besoin de prendre l'infini ici à la rigueur, fermez les guillemets. Et il se contente d'envisager des incomparables, ce contre quoi on ne peut rien lui objecter logiquement. Le défaut de sa comparaison est d'un tout autre ordre, et il consiste, comme nous l'avons déjà dit, en ce qu'elle ne pouvait donner qu'une idée inexacte, voire même tout à fait fausse des quantités infinitésimales telles qu'elles s'introduisent dans le calcul. Nous aurons par la suite l'occasion de substituer à cette considération celle des véritables degrés multiples d'indéfinité, pris tant dans l'ordre croissant que dans l'ordre décroissant. Nous n'y insisterons donc pas davantage pour le moment. En somme, la différence entre Bernoulli et Leibniz, c'est que pour le premier, il s'agit véritablement de degrés d'infinité, bien qu'il ne les donne que pour une conjecture probable, tandis que le second, doutant de leur probabilité et même de leur possibilité, se borne à les remplacer par ce qu'on pourrait appeler des degrés d'incomparabilité. À part cette différence, d'ailleurs fort importante assurément, la conception d'une série de mondes semblables entre eux, mais à des échelles différentes, leur est commune. Cette conception n'est pas sans avoir un certain rapport, au moins occasionnel, avec les découvertes dues à l'emploi du microcosme à la même époque, et avec certaines vues qu'elles suggérèrent alors, mais qui ne furent aucunement justifiées par les observations ultérieures, comme la théorie de l'emboîtement des germes. Il n'est pas vrai que, dans le germe, l'être vivant soit actuellement et corporellement préformé dans toutes ses parties. Et l'organisation d'une cellule n'a aucune ressemblance avec celle de l'ensemble du corps dont elle est un élément. Pour ce qui est de Bernoulli tout au moins, il ne semble pas douteux que ce soit bien là en fait l'origine de sa conception. Il dit en effet, entre autres choses très significatives à cet égard, que les particules d'un corps coexistent dans le tout comme, selon Harvey et d'autres, mais non selon Lowenhoek, il y a dans un animal d'innombrables ovules. Dans chaque ovule, un animalcule ou plusieurs, dans chaque animalcule encore d'innombrables ovules, et ainsi à l'infini. Quant à Leibniz,
il y a vraisemblablement chez lui quelque chose de tout autre au point de départ. Ainsi, l'idée que tous les astres que nous voyons pourraient n'être que des éléments du corps d'un être incomparablement plus grand que nous rappelle la conception du grand homme de la Kabbale, mais singulièrement matérialisée et spatialisée par une sorte d'ignorance de la véritable valeur analogique du symbolisme traditionnel. De même, l'idée de l'animal, c'est-à-dire de l'être vivant, subsistant corporellement après la mort, mais réduit en petit, est manifestement inspirée de la conception du luz, ou noyau d'immortalité, suivant la tradition judaïque, conception que Leibniz déforme également en la mettant en rapport avec celle de mondes incomparablement plus petits que le nôtre. Car, dit-il, ouvrez les guillemets, rien n'empêche que les animaux, en mourant, soient transférés dans de tels mondes. Je pense en effet que la mort n'est rien d'autre qu'une contraction de l'animal, de même que la génération n'est rien d'autre qu'une évolution. Fermez les guillemets. Ce dernier mot étant pris ici simplement dans son sens étymologique de développement. Tout cela n'est au fond qu'un exemple du danger qu'il y a à vouloir faire concorder des notions traditionnelles avec les vues de la science profane, ce qui ne peut se faire qu'au détriment des premières. Celle-ci était assurément bien indépendante des théories suscitées par les observations microscopiques, et Leibniz, en rapprochant et en mêlant les unes et les autres, agissait déjà comme devaient le faire plus tard les occultistes, qui se plaisent tout spécialement à ces sortes de rapprochements injustifiés. D'autre part, la superposition des incomparables, d'ordre différent, lui paraissait conforme à sa conception du meilleur des mondes, comme fournissant un moyen d'y placer, suivant la définition qu'il en donne, tout autant d'êtres ou de réalités qu'il est possible. Et cette idée du meilleur des mondes provient encore, elle aussi, d'une autre donnée traditionnelle mal appliquée, donnée empruntée à la géométrie symbolique des pythagoriciens, ainsi que nous l'avons déjà indiqué ailleurs. La circonférence est de toutes les lignes d'égale longueur, celle qui enveloppe la surface maxima. Et de même, la sphère est de tous les corps d'égale surface, celui qui contient le volume maximum. Et c'est là une des raisons pour lesquelles ces figures étaient regardées comme les plus parfaites. Mais s'il y a à cet égard un maximum, il n'y a pas de minimum, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de figure enfermant une surface ou un volume moindre que toutes les autres. Et c'est pourquoi Leibniz a été amené à penser que s'il y a un meilleur des mondes, il n'y a pas un pire des mondes, c'est-à-dire un monde contenant moins d'êtres que tout autre monde possible. On sait d'ailleurs que c'est à cette conception du meilleur des mondes, en même temps qu'à celle des incomparables, que se rattachent ces comparaisons bien connues du jardin plein de plantes et de l'étang rempli de poissons, où chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Entre guillemets. Et ceci nous conduit naturellement à aborder une autre question connexe qui est celle de la division de la matière à l'infini.